Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'événement était beaucoup attendu par les uns et les autres et il est une réalité depuis hier, mercredi 30 novembre. L'événement, c'est bien sûr le procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-accusés devant donc la cour d'assises en transport à Sikasso. Ils sont accusés d'enlèvement et d'assassinat, de complicité d'enlèvement et d'assassinat dans l'affaire dite des bérets rouges. La vérité, toute la vérité va-t-elle pouvoir enfin éclater au bout de ce procès? La justice va-t-elle pouvoir trancher l'affaire en toute indépendance? Quelles sont les attentes des uns et des autres? Va-t-on assister à un procès marathon? Le terme, la tenue de ce procès a-t-elle des chances de constituer, après tout, un facteur de réconciliation quelque part? Y aura-t-il un jour un procès pour les auteurs d'autres crimes comme celui commis à Aguelok contre des dizaines de militaires maliens? Ce sont là les questions. Ces questions et bien d'autres que nous allons adresser à nos invités au nombre de 3, à commencer par vous, présent ici dans ce studio, Dr Mamadou Guissé, vous êtes professeur de droit privé, bonsoir. Bonsoir. Nous avons en ligne Maître Mokhtar Mariko, il est de la partie civile. Maître Mariko, bonsoir. Bonsoir. Également en ligne Maître Ben Mamata, qui est avocat de la défense. Maître Ben Mamata, bonsoir. Oui, bonsoir. À la présentation, Seydou Foma. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. L'annonce du procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-détenus pour la date du 30 novembre, c'est-à-dire hier mercredi, avait suscité beaucoup de commentaires. En tout cas, le procès a effectivement démarré hier. Maria Maïga, vous êtes notre envoyé spécial à Sikasso. Que doit-on retenir de ce début de procès? Après ces 24 heures de suspension, je peux vous dire qu'ici à Sikasso, chacun a hâte que l'audience se reprenne. La ville était calme ce matin et en début d'après-midi. Également, à Sikasso, ici, ce sont les jeunes partisans de Sanogo qui sont là. On les voit défiler dans la rue. Ils sont à peu près une centaine. Ils portent des t-shirts, ils ont des affiches qu'ils collent ça et là. Ils disent qu'ils sont venus de Bamako, Kouliko et de Sioubou pour soutenir Sanogo. Toujours concernant le procès, hier soir, les 17 autres prévenus en plus de Sanogo ont passé la nuit ensemble au gouvernorat, une nuit qui leur a sincèrement permis de parler, de discuter entre eux, d'avoir un point de vue d'ensemble et qui peut également permettre à leur avocat de définir également une ligne commune de plaidoyer. Parce que comme les avocats de la défense avaient dit qu'ils n'avaient pas eu le temps nécessaire de se concerter avec leurs clients, je crois qu'ils l'ont fait. Aujourd'hui également, en début d'après-midi, les avocats de la défense étaient également avec leurs clients, ils ont discuté. Du côté également de la partie civile, et ils craignent qu'il n'y ait pas encore de report, que le procès soit renvoyé. Au stade où nous sommes, la ville elle est calme, comme je vous l'ai dit, et on attend vraiment que le procès là démarre demain à 9h. Que les accusés parlent, qu'on aille au fond des discussions, écouter la ligne de défense. Les gens veulent vraiment que la vérité soit dite. Du côté des victimes également, ils s'attendent à ce que toute la vérité soit dite. Ils veulent avoir des réponses, comment c'est arrivé. Ils veulent également que justice soit faite. Merci Maria Maïga qui nous faisait ici le point. S'agissant toujours donc de ce procès, certains y croyaient, d'autres étaient sceptiques, mais maintenant on y voit quand même au clair. D'aucuns disent d'ailleurs de ce procès qu'il est d'une importance particulière. On évoque même un procès historique. L'est-il réellement, docteur Guissé? Merci, Monsieur Foma. Merci à tous nos auditeurs. Je pense que ces types de débats sont d'une importance capitale dans la mesure où ils nous permettent d'éclairer la lanterne de tous les citoyens. Effectivement, les questions de droit sont difficiles à comprendre. Surtout, souvent, elles sont compliquées dans la mesure où, bon, vous savez, le commun des mortels estime toujours que le droit, c'est pour les grands, les intellectuels, ceux qui comprennent le français, ainsi de suite. Mais en ramenant le débat à la dimension actuelle, je crois que nous permettons aux uns et aux autres de le comprendre, surtout de comprendre ce que c'est que la justice. Et j'avais dit, dès le départ, je crois que nous avions parlé de ce procès bien avant, j'avais dit qu'effectivement, à l'issue de la détention provisoire, le procureur n'avait d'autre issue que soit de le présenter, soit
disons, de le présenter devant la juridiction du jugement, soit véritablement de le libérer. Et je crois que ces choses faites, comme vous l'avez dit, le procès historique, pourquoi? Parce que c'est la deuxième fois que des personnalités de ce rang sont poursuivies et jugées devant nos juridictions, à part celui du général Moussa Traoré. Je crois que la poursuite contre, ou la justice contre Aya nous permettra aujourd'hui non seulement de mettre le doigt sur un certain nombre de vérités, mais surtout de démontrer que nul n'est au-dessus de la loi. Maître Mokhtar Mariko, vous êtes de la partie civile, vous êtes donc en ligne. Est-ce exagéré de qualifier ces procès d'historiques? Allô? Maître Mariko, alors nous vous entendons, je ne sais pas si de votre côté vous nous recevez. Oui, maintenant ça va. Voilà, je disais que, est-ce qu'on peut dire que c'est exagéré de qualifier ce procès qui vient de commencer, ce procès qui reprend demain, d'événements historiques? Oui, je salue d'abord tous les auditeurs, je salue mon prédécesseur qui a pris la parole avant moi. Effectivement, c'est un procès historique pour notre pays. C'est un procès qui va être un grand pas dans la lutte contre l'impunité. Et d'aucuns disaient que ce procès n'aura jamais lieu, mais compte tenu de la volonté politique des autorités, politiques, compte tenu de leur volonté, nous sommes enfin arrivés à trouver une date pour ce procès. Je crois que ce procès, comme l'a dit mon prédécesseur, édifiera tous les Maliens. Et ce procès permettra, j'en suis sûr, de réconcilier les cœurs et les esprits de tous les Maliens, parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient qu'effectivement Amadou Aya Sanogo et autres vont être jugés parce qu'ils ont tenté un coup d'État contre le général Amadou Toumani, loin s'en faut. Et je pense que ce procès permettra aussi d'édifier tous les Maliens et l'opinion publique sur les faits qui les sont reprochés. Et ça va permettre aussi de rendre justice à celles qui attendent depuis 3 ans, de voir maintenant les accusés devant eux, de discuter contradictoirement avec ces accusés, de savoir pourquoi et comment leurs enfants, leurs époux ont été assassinés, enlevés d'abord puis assassinés. Je crois que c'est un grand pas dans notre histoire et je pense que comme ce procès a débuté avec un grand respect de la Cour pour les droits de la défense, parce que nous, à notre niveau, on ne pensait pas qu'à ce stade-là, la défense allait demander un renvoi pour se concerter avec les accusés. Donc je pense que aussi est à noter et à l'actif de ce procès et qui dénote de toute coloration politique qu'on était en train de prêter à ce procès. Alors, nous restons toujours à Sikasso pour bien cette fois-ci Maître Ben Mamata, il est avocat de la défense. Maître, comme événement, ce procès, qu'est-ce qu'il vous inspire? Merci beaucoup. Bonsoir à tous mes prédécesseurs, à mon confrère Mokhtar Mariko et également au professeur Guissé et tous les auditeurs. Et un petit rectificatif, le prénom c'est Abdourahmane Ben Mamata Touré. Et pour revenir au débat, moi j'aimerais rebondir un peu sur la mise en perspective qu'a eu à faire le professeur Guissé par comparaison avec ce qui s'est passé vers les années 91 pour Moussa Traoré. Moi je dirais simplement qu'il n'y a pas de point de comparaison entre ce qui est en train de se passer maintenant et ce qui a été fait dans le cadre du procès de Moussa Traoré et autres. Parce que ça, ce qui est en train d'être jugé, en tout cas aujourd'hui, dans l'histoire récente du Mali, je pense que c'est une première. Ce n'est pas une affaire de coup d'État, il est important de clarifier ce point-là. C'est une affaire entre frères d'armes, entre militaires. C'est une affaire entre militaires. Les militaires qui sont venus, ils ont tenté un contre-coup d'État contre d'autres militaires. Il y a eu ce qu'il y a eu. Donc ce n'est carrément pas du tout la même chose que ce qui s'est passé avec le général Moussa Traoré. Le procureur général également, dans son intervention, il a eu à faire la même comparaison. Mais moi, je pense que c'est une comparaison qui peut nous amener sur une voie de politisation carrément du procès, ce qui n'est pas le souhait, en tout cas, de nous autres avocats de la défense. Nous nous entendons nous défendre avec nos moyens, on n'est pas venu en agneau sacrificiel, sur la base des éléments de fait,
sur les infractions réellement identifiées sur la base desquelles nous sommes poursuivis, sans pour autant rentrer dans les perspectives de comparaison avec des procès politiques qu'il y a eu dans ce pays-là. Donc cela étant dit, j'interviens maintenant pour dire simplement que mon confrère de la partie civile, Mokhtar Mariko, il l'a dit tout à l'heure, ce procès il s'ouvre dans une ambiance, moi, qui me rassure. Ça me rassure dans la mesure où nous avons commencé toutes les parties à parler d'abord du respect des droits. Parce que lorsqu'on évoque la situation des victimes en se référant aux veuves, aux orphelins de la partie civile, il ne faut pas oublier également que de l'autre côté aussi, il y a eu des veuves et des orphelins qui sont issus simplement de cette attaque même des bérets rouges là. Donc moi je pense que la Fédération internationale des droits de l'homme doit également se soucier de ces victimes là aussi. Ça fera l'objet d'une autre procédure, mais qu'on ne cantonne pas le tout en démontrant, enfin en présentant ceux qui sont à la barre aujourd'hui comme des monstres, des personnes qui se sont levées et simplement se sont mis à faire des massacres comme ça a l'air d'être présenté. Nous aurons l'occasion de débattre de ces faits, de montrer exactement qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des expertises et je pense que dans les débats, nous reviendrons sur toutes ces choses-là. On ne saura la vérité, on ira vers une véritable justice que lorsque on parviendra à identifier et à établir la responsabilité individuelle de toutes les personnes qui sont inculpées dans cette affaire, sans rentrer dans une forme de vision holistique où on peut condamner d'un tour de bras sans regarder les éléments de fait. Donc nous sommes venus, nous sommes préparés et je pense que nous avons confiance en la justice de notre pays et nous allons mettre devant tous les éléments de fait, tous les arguments de droit pour pouvoir également défendre nos clients dans le respect des droits. Maître, on va vous retrouver dans un instant. Il reste peu de temps avant la pause. Peut-être que nous allons permettre au docteur Mamadou Guissé de réagir. Oui, juste pour dire à Maître Abdraman Ben Mamata que la comparaison que j'ai établie n'est faite nullement par rapport aux deux situations, mais c'est simplement par rapport à la personnalité des deux personnes, donc Général Moussa Traoré et Général Amadou Aya et Sanogo, et justement deux personnalités qui ont occupé des hautes fonctions dans ce pays et deux personnalités qui ont fait l'objet, n'est-ce pas, de poursuites devant nos juridictions. Voilà tout ce que je voulais établir comme parallèle entre les deux, sinon pas par rapport aux faits ni aux réalités des poursuites ou des jugements. Je vous remercie. Alors, je crois que nous allons quand même observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-détenus à Sikasso, c'est de cela que nous parlons dans les grands dialogues de ce soir. Alors, le procureur général près la cour d'appel de Bamako disait, je cite, des spéculations aussi tendancieuses les unes que les autres avaient alimenté les rumeurs au point d'insinuer le doute quant à la volonté des autorités judiciaires d'examiner cette procédure. Fin de citation. Mais est-ce qu'il faut exclure qu'une certaine pression est donner quand même un coup d'accélérateur au processus? Les associations de défense des victimes avaient quand même alerté, car cela aurait bientôt fait 3 ans que les accusés n'avaient pas donc comparu, ce qui, dit-on, aurait pu quand même ouvrir la voie à une libération. Est-ce que ça n'a pas quelque part compté dans la balance au maître Mokhtar Mariko? Non, je ne pense pas du tout, parce qu'à partir du moment où l'arrêt de renvoi dit clairement qu'il y a une ordonnance de prise de cas qui a été ordonnée par la chambre d'accusation au moment où elle rendait l'arrêt de renvoi. Donc la mise en liberté provisoire des accusés ne pouvait pas se poser en ce moment. L'expiration des mandats, pour certains, c'était le 27. Il y en a dont le mandat de dépôt expirait bien avant aussi le 27. Mais à partir du moment où il y a une ordonnance de prise de corps, nous étions rassurés. Notre démarche, nous l'avons commencé depuis plus d'1 an. Quand le juge d'instruction a fini son information et quand il a communiqué le dossier à la chambre d'accusation et quand un arrêt de renvoi a été rendu, c'est en ce moment que nous avons dit, depuis le 22 décembre 2015, qu'il est temps qu'on aille au procès et que les victimes sont en train d'attendre et que les accusés aussi sont pressés d'être fixés sur leur sort. Nous, on est allé avec cette double casquette en disant
il faudrait voir les victimes, il faudrait aussi voir les côtés des accusés qui doivent être rapidement fixés sur leur sort. Je crois que ce sont ces deux raisons qui ont motivé la fixation et l'ouverture de ce procès. Je vais revenir sur un des aspects de mon excellent confrère. C'est pour le dire que effectivement, je ne ferai pas le procès par voie de presse. Effectivement, il y a un autre dossier où d'aucuns surnomment les accusés de ce dossier-là comme étant les agresseurs. Et effectivement, ce dossier va venir. Et en son temps, on parlera des faits qui ont été commis pendant le contre-coup d'État. Pour le moment, on ne peut que se fixer sur le sort des partis civils qui attendent que justice soit rendue et le sort des accusés qui sont aussi pressés de savoir dans quelle sorte, excusez-moi, c'est un langage, dans quelle sorte il pourra être mangé. J'ai dit ça entre guillemets, c'est pour saluer un peu mon confrère. Donc, ce sont ces deux raisons qui ont vraiment poussé à l'organisation de ces procès. Alors, Maître Abdourahmane Ben Mamatabou, qui est avocat de la défense, est-ce que vous allez nous dire qu'aucune pression n'a prévalu par rapport au choix de la date de la tenue de ce procès? Bon, le choix par rapport à la date, comme ça a été dit, vous savez, dans les interventions qui ont eu lieu tout à l'heure, on a parlé de volonté politique, après on a parlé également des pouvoirs judiciaires. Donc quand on parle de volonté politique déjà en matière de justice, je pense que c'est quelque chose quand même qui suscite un peu de réserve. Moi je dirais simplement que compte tenu de l'ampleur de ce procès, je pense que l'expiration des différents mandats qui étaient en train d'arriver est l'un des facteurs explicatifs de l'organisation de cette session ici à Sikasso. Moi, je pense qu'il y a une grande partie de cela. Sinon, on avait eu suffisamment le temps pour avancer dans ce dossier et l'organiser peut-être un tout petit peu plus. On aurait pu l'organiser peut-être bien avant ce 30-là, quoi. Moi, je pense. Docteur Guissé, ce procès, c'est exclusivement l'expression d'une volonté politique? Bon, vous savez, en réalité, nous qui sommes externes à ce dossier et qui l'observons de près, nous ne pouvons pas dire que quelque part il n'y avait pas une certaine forme de pression. Dans la mesure où, vous savez, il a fallu quand même qu'il y ait une certaine publicité autour de la question de l'expiration du délai de détention pour que quelque part les gens soient informés du processus, des délais qui ont été effectivement fixés pour la tenue du dossier, pour la tenue du jugement. Parce que vous savez, quelque part, tous ceux qui étaient en dehors de ce dossier ne pouvaient pas savoir qu'il y avait eu un arrêt de renvoi, ne pouvaient pas savoir effectivement que la session devait se tenir à Sikasso à telle date précise et que toute cette date n'était pas communiquée aux uns et aux autres, donc n'était pas connue. Et je pense que certainement le fait que les radios, les journaux, certaines personnalités hautement placées ont dû intervenir quand même pour déterminer que quelque part où il fallait le libérer, ou il fallait le juger. Donc le procureur a jugé opportun plutôt de le présenter devant la juridiction de jugement pour que le droit soit dit. Le procès a donc démarré, il y a eu une suspension, c'était à la demande des avocats de la défense. Les choses reprennent demain. Peut-on s'assurer que c'est un procès qui ira jusqu'au bout, Maître Mokhtar Mariko? Bon, moi, je ne saurais le dire parce que je ne peux pas prévoir aussi la stratégie des avocats de la défense et des accusés. Donc, il serait aussi prétentieux pour moi de dire que ce procès va aller jusqu'au bout ou bien que ce procès s'arrêtera demain. Mais dans tous les cas, le souhait de toutes les victimes, c'est que ce procès aille jusqu'à son terme et que toute la vérité soit dite et que réparation leur soit due. Donc ça, c'est nos objectifs et nous sommes venus à Sikasso pour atteindre ces objectifs-là. Maître Abdourahmane Ben Mamata, est-ce que vous pensez que le procès ira à son terme? Oui,
c'est notre souhait. Nous sommes venus pour défendre les intérêts de nos clients. Et lorsque vous parlez de quête de justice, lorsque vous parlez également de situations de parents de victimes et également des accusés qui sont dans des situations difficiles, nous voulons tous la justice. Mais si on veut avoir une véritable justice, encore faudrait-il qu'on essaie de s'assurer du respect de toutes les règles procédurales en la matière. Et vous savez, la matière pénale, elle met en jeu la liberté, l'honneur et la dignité des personnes. Donc c'est très processuel et il y a beaucoup de préalables qui doivent être là. Et chaque fois qu'il y a des irrégularités, les avocats de la défense ne manqueront pas de les soulever. Et je pense que ce n'est pas les avocats de la partie civile qui vont nous en vouloir pour cela. Donc tous les moyens de défense que nous avons, nous allons les faire valoir. Et maintenant, la Cour, dans toute sa souveraineté, va juger de la pertinence ou de la non-pertinence des arguments que nous avancerons. Et moi, je pense que la justice malienne a tout à gagner dans le cadre d'une procédure où toutes les règles, toutes les formalités sont respectées. Il y a un premier pas qui a été fait hier en nous donnant la possibilité de nous entretenir plus sérieusement avec nos clients. Demain ou après-demain, si on a des arguments pertinents qu'on soulève et que la Cour jugera pertinent, vraiment, si elle doit continuer, la procédure continuera. Si elle doit être suspendue pour qu'on respecte les droits de la défense, ça va se faire aussi. Donc nous, on est confiants et nous espérons également que la justice malienne se saisira de cette occasion pour montrer au monde entier que on peut aller vers une procédure, on peut également faire défendre nos droits et que la justice peut être comprise dorénavant dans ce pays. Alors, docteur Guissé, est-ce qu'on a des soucis à se faire quant à la suite de ce procès? À vrai dire, d'aucuns estimaient que ce procès, dès qu'il s'ouvrira immédiatement après avoir présenté les accusés, après avoir relevé leur identité, il serait aussitôt suspendu et renvoyé sine die. Ça, c'était un peu l'opinion qui prévalait. Mais aujourd'hui, nous avons véritablement toutes les raisons de se rassurer que le procès doit aller ou ira jusqu'au bout. Mais on ne peut pas présager de ce qui va arriver. La continuation de ce procès dépendra de deux facteurs essentiels. Le premier, c'est l'état de préparation du dossier lui-même. Parce que, vous savez, si le parquet a travaillé dans la précipitation ou si le parquet n'a pas vraiment beaucoup d'arguments à faire prévaloir ou si véritablement certains éléments de preuve n'ont pas été complètement de nature à pouvoir charger un peu les accusés, je crois que... on mettra un peu les bâtons dans les roues du procès pour qu'il puisse s'estomper un peu. Mais cela également dépendra, d'autre part, de la volonté des autres acteurs du procès, à savoir et des parties civiles et des avocats de la défense. Et comme Maître Abdrahmane Ben l'a dit, je suis convaincu qu'il est important et il serait opportun pour notre justice de démontrer que les règles procédurales en la matière seront respectées. Il y va comment je veux dire, un peu de la renommée de notre justice. Alors, Maître Abdrahmane Ben Mamata a effleuré cet aspect. On a entendu quand même des voix qui alertaient par rapport à un risque de politisation. Est-ce que c'est un risque à écarter, Maître Mokhtar Mariko? Non, je ne pense pas que la politique s'y mêlera. Je ne pense pas, je ne le pense pas du tout et je ne le souhaite pas. Parce que cela va enlever tout crédit à ce procès. Et nous l'avons déjà annoncé depuis notre arrivée, bien avant notre arrivée à Sikasso, que nous voulons un procès équitable, un procès qui respectera les droits de toutes les parties, je dis de toutes les parties. C'est vrai qu'effectivement, on a commencé par respecter une portion des droits de la défense en leur permettant d'aller se consulter avec leurs avocats. Mais une chose est sûre aussi, il faudrait qu'on regarde aussi du côté des victimes qui ont soif de justice et qui ont perdu des êtres qui leur sont chers. Donc je crois que l'analyse de ce procès nous impose deux points de vue. Le point de vue des victimes et le point de vue des accusés. Il faudrait que la Cour arrive à concilier ces deux positions pour qu'on puisse parler de procès équitable. Et notre souhait, c'est que la Cour aussi puisse entendre au moment où les parties civiles auront des doléances ou des requêtes à présenter et que la Cour
si elle estime que c'est fondé, et c'est fondé sur des arguments de droit et sur les textes de droit, que la Cour puisse aussi aller dans ce sens. C'est en cela que nous sortirons tous grandis de ce procès. Et votre réaction, Maître Abdourahmane Ben Mamata? Moi, je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. Moi, je n'ai aucune peur, moi, je n'ai pas peur par rapport à cette procédure. La forme échevinale même de la composition de cette juridiction me rassure. Et je pense que c'est l'une des plus belles expressions de la justice rendue au nom du peuple malien. On a des assesseurs qui sont tirés au sort parmi beaucoup d'autres citoyens en fonction de leur intégrité et de leur moralité. Quand on regarde leur profil sociologique et quand on regarde aussi les magistrats qui siègent, moi je me dis que avec cette composition, nous avons la possibilité, en tout cas rien ne nous permet de penser le contraire, d'aller vers une justice vraiment équitable, une justice respectueuse des droits de chacune des parties. C'est notre mission en tant qu'auxiliaire de justice que de demander cela et nous ferons tout également pour qu'on aille vers ça. Qu'il y ait des répercussions ou des pressions politiques, je ne vois pas quelle politique et à quel intérêt dans ce procès. Il s'agit en réalité d'un affrontement entre frères d'armes. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de politisé et de politisable dans cette affaire-là. La seule chose simplement sur laquelle il faudrait s'appuyer, c'est simplement les faits, ce qui est reproché à ces inculpés et de ne les juger que en fonction de ces seuls faits-là, sans autre considération, sans autre comparaison ou tentative de comparaison qui peuvent nous faire sortir du canevas dans lequel nous nous trouvons. Moi, je pense que c'est des points qui sont suffisamment importants pour nous pour qu'on puisse avancer sereinement. L'un des pièges dans ce genre d'affaires, c'est que c'est le risque de glissement entre le coup d'État et cette affaire-là. Donc, dès l'entame, il faudrait qu'on soit très très clair là-dessus. Ce n'est pas le coup d'État, ce n'est pas le décrochage brutal du pouvoir qu'on est en train de juger, mais c'est une affaire entre frères d'armes, entre militaires qu'on est en train de juger. Donc moi, je pense que cela est très important. Et vous, journalistes, vous avez également un très grand rôle pour qu'on puisse rester dans ce canevas-là. Chaque fois qu'on sortira la chose de son contexte, je pense que l'analyse pourra être biaisée et le peuple malien pourra se perdre dans toutes ces dédales-là. Donc nous avons tous un rôle à jouer dans cette activité, et vous de votre côté, et nous de notre côté, et je pense que c'est comme ça simplement qu'on pourra arriver vers ce qu'on peut appeler une justice comprise. Docteur Mamadou Guissé, à vous écouter tous les trois, on a l'impression qu'on doit s'attendre à ce que la vérité éclate au grand jour. Non, je suis convaincu que d'abord, avec les arguments présentés par la partie civile et l'avocat de la défense, je suis convaincu que déjà nous sommes dans un procès serein. Et le contradictoire nous permettra de relever tous les défis ici. Mais ce qui m'inquiète, c'est un peu qu'on glisse dans le dilatoire, c'est-à-dire que des arguments plus ou moins fallacieux, des exceptions qui pourraient retarder ou en tout cas enliser le procès puisse être soulevé par tel ou tel autre parti. Mais à l'entame, déjà, je vois que chacun se trouve dans son rôle, joue véritablement son rôle et nous avons l'impression que c'est un procès déjà engagé. Et je crois que c'est toute la justice malienne qui a à gagner. Et c'est un défi qu'il faut relever. Alors, Maître Mokhtar Mariko de la partie civile, vous aussi, vous êtes optimiste, vous croyez qu'il n'y a rien à faire, c'est la vérité qui va éclater au grand jour? Oui, parce que je ne pense pas que ce dossier soit aussi compliqué. C'est pas compliqué. Les faits seront étudiés par les deux parties. Et comme l'a dit mon confrère, il serait mieux de rester dans ce carcan-là et d'apprécier souverainement ces faits-là. Quand je parle d'appréciation, je parle de la Cour. Que la Cour puisse apprécier souverainement ces faits et s'en sortir de ce canevas. Et c'est en cela que nous allons tout droit vers une justice équitable, une justice respectueuse de tous les droits de toutes les parties. Et je pense qu'il n'y aurait pas d'émission du politique, je le souhaite. Et je souhaite que ce procès soit un point pour nous permettre d'aller à la réconciliation. Et comme je l'ai dit tantôt dans mes propos lui-même, que ce procès puisse être un trait d'union pour aller vers la réconciliation, que tous les Maliens soient réconciliés et que ce dossier soit compris. Que ce dossier soit compris et que la justice
fasse tout pour ne pas sortir de ce carcan et donner une autre coloration. J'ai confiance à la justice. J'ai confiance à la justice de mon pays. Et je sais qu'ils vont aller jusqu'au bout de cette procédure et tous les Maliens comprendront l'analyse qui sera prise par ces juges-là pour arriver à une décision finale. Studio Tamani, la suite de ces débats dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Je rappelle que c'est du procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-détenus qu'il est question donc dans le grand dialogue de ce soir. Alors, nous venons d'entendre Maître Mokhtar Mariko quant à l'éventualité de l'éclatement de la vérité au bout de ce procès. À présent, nous allons nous tourner du côté de Maître Abdourahmane Ben Mamata, qui est avocat de la défense. Alors, Maître Abdourahmane Ben Mamata, vous aussi, vous n'avez pas d'inquiétude, vous êtes sûr que tout va se passer comme cela se doit? Oui, moi je suis persuadé que tout va se passer comme cela se doit. Nous sommes là également pour ça. Nous sommes là pour veiller à ce que tout se passe comme cela se doit. La partie civile également est là pour ça. La Cour aussi, elle est là pour que ça se passe comme ça se doit. Donc personne ne lâchera rien. Et moi je pense qu'il n'y aura pas de propos fallacieux, il n'y aura pas de demandes fallacieuses. Nous n'en connaissons même pas. Nous avons laissé nos cabinets, nous avons laissé nos familles. Nous sommes venus accompagner des personnes qui sont détenues depuis près de 3 ans pour certains, pour défendre leur honneur et leur vie. Moi, je ne pense pas qu'on va faire tout cela pour venir utiliser des propos fallacieux ou soutenir des arguments qui ne tiennent pas la route. Les exceptions, soulever des exceptions font partie des droits. C'est des droits des accusés et que cela ne soit pas perçu comme étant quelque chose de fallacieux. Vous savez, dans les assises, la décision n'a pas besoin d'être motivée. Et lorsqu'on a la possibilité de soulever des exceptions, de faire des observations sur des conditions de forme, on ne manquera pas de le faire. Donc il faut simplement se dire que toutes les exceptions qui peuvent servir nos intérêts, nous allons les soulever. Cela est de notre droit et nous entendons les faire respecter. Alors, docteur Guissé, ce procès, quel que soit son issue, est-ce qu'il pourra contribuer à réconcilier les Maliens à quelque niveau que cela soit? Oui, je crois que c'est une des vertus de la justice. C'est effectivement de remettre chacun dans ses droits, de démontrer effectivement la réalité et la justification des faits et de permettre à chacun effectivement, parce que une bonne décision, c'est toujours une sérénité qui s'installe, qui s'instaure et qui fait son chemin. Et dès lors, je pense que la bonne administration de la justice servira effectivement à une bonne réconciliation. Ça, j'en suis convaincu. Maître Mokhtar Mariko, vous l'avez dit, ce procès il pourra être un facteur réconciliateur, mais comment? Comment à rendre tout simplement une bonne décision de justice et sur la base des faits qui vont être débattus devant la Cour. C'est aussi simple que boire de l'eau. Je pense qu'il n'y a pas lieu de compliquer outre mesure cette affaire. Et je voudrais que vraiment la décision qui sera prise par la Cour d'assises reflétera les débats. Ça, c'est mon souhait. Et c'est en cela que nous, défenseurs des droits humains, nous pourrons nous taper la poitrine en disant que effectivement ce procès reflétera, à refléter et à respecter les droits de toutes les parties, et c'est uniquement fondé sur les faits qui sont dans le dossier et non ailleurs. Donc c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous voulons, et c'est en cela que nous aurons un procès équitable. La tenue de ce procès est saluée au même ordre du Mali. Et voilà par exemple ce que disait à ce sujet la directrice adjointe de la division Afrique de Human Rights Watch, Corinne Doufka. Alors la citation est un peu longue, je la cite donc. Le procès du général Amadou Aya Sanogo et de ses co-accusés représente un progrès manifeste dans la lutte contre l'impunité au Mali. Cependant, les progrès représentés par ces procès, bien que significatifs, ne constituent qu'une première étape dans la lutte contre l'impunité dans le pays. Des proches de nombreuses autres victimes attendent que justice soit rendue pour les crimes commis par toutes les autres parties pendant et après les conflits armés
En 2012 et en 2013, au nombre de ces crimes figure l'exécution sommaire par des groupes armés de dizaines de soldats maliens à Aguelok. Fin de citation. Alors, ce procès à lui seul nous serait donc faire croire à une véritable lutte engagée contre l'impunité selon Human Rights Watch. Votre avis, Dr Guissé? Oui, mais une fois qu'on a eu l'audace de commencer, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Que ce soit à Bamako, à Mopti, à Konna, à Aguelok ou ailleurs, je crois qu'il est d'abord du devoir du ministère public de rechercher et de traduire devant la justice tous ceux qui sont présumés avoir commis des infractions. Et donc, dans ce rôle, je crois qu'il n'y a pas de raison de douter déjà que nous avons pu commencer et nous aurons l'occasion d'en terminer avec. Alors, Maître Abdraman Benno Mamata, il y a d'autres crimes qui attendent, donc on cite notamment Aguelok. Pensez-vous qu'un jour justice sera rendue à ce niveau? Moi, je pense que justice doit être rendue parce que vous avez parlé tout à l'heure de la dimension réconciliation que peut avoir ce procès. Moi, je me méfie un peu de ce mot qui est très utilisé maintenant, réconciliation, entre qui et qui. Moi, je pense qu'on a une situation de fait bien précise sur laquelle des choses sont reprochées à d'autres personnes et qu'il importe de rester dans ce canevas. Et s'il y a réconciliation, moi, je pense que ça doit intervenir entre la justice et les Maliens. Ce n'est pas entre les partis, parce que les Maliens ont une perception de la justice et il y a une ambiance de rejet total de la justice en ce qui concerne son manque d'impartialité supposée ou avérée. Et si on veut arriver à cela, ça rejoint un peu votre seconde question, il faudrait simplement aller au bout. Lorsqu'on a mis autant de moyens, lorsqu'on a mis autant d'énergie, mobilisé autant de partis pour venir dans le cadre de ce procès, on ne pourra plus s'arrêter en cours de chemin, on ne pourra plus avoir d'excuses pour ne pas également ouvrir les autres dossiers qui ont été volontairement suspendus pour des arguments politiques et d'autres également qui ont été suspendus pour d'autres raisons. Moi, je pense qu'à partir de ce procès, il faudrait également qu'on continue le processus et ça va être le combat de chacun d'entre nous et qu'on exige au fur et à mesure que tous les autres dossiers soient ouverts et que toutes les victimes, quel que soit le bord, soient vraiment réunis dans leurs droits et que les familles puissent faire leur deuil et que les Maliens puissent savoir que la vérité a été dite et qu'on puisse se dire qu'à partir de là, nous avons une justice crédible à laquelle on peut faire confiance. Moi, je pense que c'est ce qui est fondamental pour nous tous parce que nous sommes tous des Maliens après tout. Il ne suffit pas simplement de gagner une procédure, il suffit également aussi d'avoir une justice digne de ce nom, devant laquelle on est capable de défendre des dossiers et devant laquelle on a de l'espoir, en qui on a confiance d'ailleurs. Tant que nous n'avons pas ça devant nous, notre travail va être encore plus difficile. Nous aurons du mal même à justifier notre travail au regard de nos clients, tant qu'on n'a pas un appareil crédible en face de nous. Donc je pense que là, c'est un début et à partir de ce procès, j'espère vraiment que nous allons amorcer une seconde phase maintenant, redorer le blason de Dame Justice qui est suffisamment écorché cette temps-ci. Certains même parlent de justice aveugle. J'espère que la justice, pendant cette procédure, ouvrira les yeux et qu'elle ne serait plus cette justice aveugle qu'elle est devenue subitement ces derniers temps. Alors, Maître Mokhtar Mariko, si ce procès constitue une première phase, une première étape, doit-on s'attendre à ce que d'autres étapes suivent? Oui, je suis dans la logique de mon confrère. Effectivement, nous voulons effectivement que ce procès soit un élément catalyseur. Nous l'avons déjà commencé. Nous avons commencé à travailler sur ces aspects. Parce que, d'abord, les crimes de Aguelok, nous sommes la première association avec la FIDH, Association malienne avec la FIDH, à faire une documentation sur les crimes de Aguelok. Et la plainte du Mali qui a abouti au jugement de Ahmed Al-Faki El-Madi est partie aussi de nos rapports. Juste pour vous dire que nous nous inscrivons dans cette lutte contre l'impunité. Ceci dit, il y a d'autres procédures au niveau de Bamako. C'est vrai, nous accompagnons toutes les victimes dans toutes ces procédures. Que ce soit les dossiers contre le colonel Abdina,
nous avons des victimes que nous accompagnons. Que ce soit les dossiers de la mutinerie du 30 septembre 2013, nous accompagnons aussi des familles dans ces dossiers. Juste pour vous dire que nous, on n'est pas contre quelqu'un. Notre porte est ouverte à tous ceux qui s'appellent, qui se nomment victimes. Nous voulons les accompagner pour que tous ceux-ci puissent accéder à la justice et avoir réparation du tort qui leur a été causé. Donc, juste pour conclure, on s'inscrit tous dans cette logique, la lutte contre l'impunité. Ça, c'est l'un des objectifs principaux de l'Association malienne des droits de l'homme. Et nous restons dans cette logique jusqu'à ce que on puisse avancer sereinement et sérieusement dans la lutte contre l'impunité au Mali. Alors, docteur Guissé, on sait que c'est un dossier qui n'est pas forcément simple. Avez-vous le pressentiment qu'on va aller vers un procès marathon? Bien, je disais dès le départ qu'on ne peut pas présager ou présumer de ce qui va se passer en réalité. La tenue d'un procès dépend effectivement non seulement de l'état de préparation du dossier, des arguments présentés par les autres acteurs, mais aussi et surtout de la volonté des uns et des autres. Une fois que le procès commence, en fait, s'il s'agit de bien vouloir mener à bien cette justice, la procédure se compose d'un certain nombre d'étapes. La présentation des accusés qui a déjà eu lieu, la présentation, enfin, on donnera la parole à ces accusés, ensuite aux parties civiles, à la défense, et on verra bien exactement comment tout ce procès sera organisé et comment l'issue sera déterminée. Mais je pense qu'en réalité, avec les arguments que j'entends de la part des deux parties, je suis convaincu que non seulement il y aura le principe du contradictoire qui sera bien respecté, les droits des uns et des autres qui seront bien respectés également, mais et surtout qu'il y aura à l'issue une bonne administration de la justice. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, Maître Mokhtar Mariko, on sait que lorsqu'il s'agit d'un procès, il est difficile d'être dans les secrets de Dieu, mais dites-nous, ce procès, selon vous, est-ce qu'il va s'étendre sur un temps assez long? Oui, un temps assez long, ça va dépendre du déroulé. Mais nous pensons que pour qu'un procès soit équitable, il faudrait que la Cour se donne du temps d'entendre, d'écouter et comprendre ce qui est en train de se dire et ce qui va être dit. Donc c'est en cela seulement que nous allons dire qu'effectivement, on est en face d'une justice attentive qui va étudier toutes les questions et qui rendra sereinement une décision. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, la durée de ce procès dépendra de la stratégie que les magistrats vont adopter. Mais je pense, quelle que soit la stratégie, il faudrait quand même donner le temps à tout le monde de s'expliquer, de bien s'expliquer pour comprendre ce qui s'est réellement passé et décider après et rendre une décision après. Alors, nous allons donc conclure avec vous, Maître Mokhtar Mariko. Alors, ce procès est-ce qu'il pourra prendre des semaines? Bon, je ne saurais le dire, mais je pense quand même que la Cour doit quand même prendre tout son temps pour écouter tout le monde et laisser les gens parler. Alors, maintenant, nous allons demander à vous, Maître Abdourahmane Ben Mamanta, de conclure ce débat. Oui, merci Studio Tamani pour ce débat. Moi je pense que la question du temps ne doit pas être une hantise dans la mesure où nous sommes en quête de vérité et qui parle de vérité et de justice surtout parle de temps et le temps n'est jamais, il n'y a jamais suffisamment de temps pour aller vers ces choses-là. Donc on prendra le temps que ça prendra et si l'objectif est réellement la recherche de la vérité et le respect des droits des uns. Alors cela est compris, à vous finalement le dernier mot.
effectivement, nous devons dire également que ce temps devait être et demeurer raisonnable. Voilà ce que je veux dire. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève donc ce grand dialogue consacré au procès d'Amadou Aya Sanogo et de ses co-détenus à Sikasso. Je rappelle qu'on avait 3 invités, Maître Mokhtar Mariko de la partie civile, Maître Abdourahmane Ben Mamata, avocat de la défense, et Dr Mamadou Guissé qui est professeur de droit privé. À la mise en onde, il y avait Selumbo, à la régie vidéo Peting Diara, réalisation Ibrahim H. Diallo. La présentation était assurée par moi-même, Seydou Foma. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.